Ok, on est bon. Salut, bienvenue à tous. Sur ce nouveau Community Show. Voilà, aujourd'hui, c'est normalement le jour où Facebook change de nom suite à son projet de métavers. On avait envie de vous parler un peu, alors pas de métavers, parce que bon, c'est quand même quelque chose de super nouveau, on ne sait pas très très bien l'appréhender, mais en tant que community builder, voilà, nous, on fait tous ce job-là, de rassembler des gens et d'utiliser des outils digitaux pour essayer voilà, de créer de l'engagement, de créer des expériences online qui soient assez proches de la réalité. Se dire, bon, le métavers, au fond, est-ce que c'est pas simplement des relations humaines? Voilà, c'est pas avant tout du social, augmenté, virtualisé? Alors, métavers, voilà, moi, je vais reprendre la définition de Wikipédia. Voilà, je ne suis pas allé très loin, mais en même temps, il y a tellement peu de définitions qui font autorité. Donc, Wikipédia dit que métavers, voilà, c'est un monde virtuel fictif. Voilà, c'est assez simple, si on retient ça. Le terme est régulièrement utilisé pour décrire une future version d'internet où des espaces virtuels persistants et partagés sont accessibles, notamment via des interactions 3D. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai réuni un peu la petite bande des repartis parce que, on a tous, voilà, des spécialités sur justement construire ces relations persistantes. On va commencer avec Fabrice, voilà, qui est un designer et qui lui design particulièrement, des communautés, c'est-à-dire, des relations humaines, et donc il va venir nous parler en première partie de comment on design aujourd'hui, les communautés du turfu, comment on peut on va appeler ça comme ça. Voilà, et Héloïse viendra nous parler, tout à l'heure, du contenu, en fait, de la manière dont on peut engager des gens online, de manière un peu, alors persistante ou pas, mais en tout cas comment on peut capter leur attention, comment vous pouvez capter l'attention de vos membres à travers, le podcast, hein, et pas simplement d'utiliser le podcast pour, faire de l'acquisition prospect, mais aussi pour engager vos propres membres avec des tracks de podcasts privés. Voilà, le podcast, c'est quelque chose d'assez puissant, pour essayer voilà, de tenir ces relations humaines à distance. Mickaël, tu vas nous parler, de Roblox. Voilà, Roblox qui est un peu on entend beaucoup parler, qui est un jeu vidéo, un sandbox, une manière de co-construire des choses et notamment, orienté, pour les enfants. J'espère que tu nous en diras plus, tout à l'heure, et on traitera aussi des events live et online, donc qui sont, voilà, qui sont une manière aussi de pouvoir, créer, une communauté, sur internet. Alors webinar ou pas webinar, conférence, summit. On accueillera Benoît qui est le fondateur, d'Askit et de Melting Spot, voilà, qui était une plateforme de création de live et d'events orientés communauté. Voilà le programme du Community Show. Fabrice, je te laisse, un peu, nous dire, comment tu vois, toi, les communautés du futur, et comment on les désigne dès maintenant? Écoute, c'est une grande question côté du turfu. J'aurais pu en parler pendant 3 heures, je crois, parce que c'est un énorme sujet, je trouve. Donc, écoute, j'ai essayé de focus un peu sur des choses précises. Et du coup, pour commencer, l'idée, c'est certaines entreprises maintenant, notamment, je ne sais pas si vous avez vu quand Slack s'est fait racheter par Salesforce, parler de la joie qu'ils avaient de rejoindre Salesforce parce qu'on rentrait dans un Ouais. monde qui était le digital first world. Et donc, pour moi, digital first world, c'est un mot qui, d'un côté, est assez surprenant et en même temps inquiétant. Quand il y a Facebook qui veut se renommer carrément par rapport à cette volonté de rentrer dans le métavers, c'est aussi quelque chose qui est un petit signal d'alerte assez surprenant. Et du coup, voilà, le monde de demain, qu'est-ce que ce sera en fait? Et là, la question qui est, c'est la réalité de demain, qu'est-ce que ce sera? C'est ça qui, moi, me questionne. Est-ce que ce sera une réalité qui va en effet être plus présente dans le numérique, ou est-ce que ça serait une réalité où on aura plus de présence dans le réel? Et comment est-ce que du coup la réalité numérique et la réalité réelle cohabitent les unes avec les autres? Et donc pour commencer, j'avais
une question, alors pas forcément des réponses tout de suite, mais j'aimerais bien, toi, Alex ou Michael, qu'après vous Ouais. rebondissiez dessus si vous avez des réponses. Mais en gros, c'est de se dire déjà, c'est de se questionner avant tout, en fait, pour penser ces communautés du turfu, ces relations avec la logique du métavers. C'est déjà de se poser la question combien de temps est-ce qu'on passe derrière un écran par jour et quelle part de notre vie est-ce que ce temps prend pour arriver déjà à jauger, est-ce que moi, je suis plus dans le numérique ou est-ce que je suis plus dans la vie réelle? Et puis aussi de se demander, ben, quand on rencontre des nouvelles personnes, est-ce que c'est plus souvent online ou est-ce que c'est plus souvent dans la vie réelle? Surtout avec ce qui a été vécu pendant 2 ans avec le Covid et le confinement, est-ce que ça a changé un petit peu la balance ou pas? Autre question, quand vous passez du temps avec des gens, est-ce que c'est plus souvent en visio, par mail, dans des chats ou dans la vie réelle aussi? Et c'est là où on commence à avoir un peu tout qui se mélange, c'est de se dire, ben voilà, les opportunités professionnelles, il commence à y en avoir énormément qui sont dans Internet, notamment parce que, par exemple, nous, on est des Français. Si jamais on interagit qu'avec des personnes en physique, moi je suis sur Lyon, on limite énormément les opportunités. Des moments où je commence à interagir avec des gens qui sont sur Internet, interagir sur Twitter, rentrer dans des espaces Slack et dans des espaces numériques, ben là je démultiplie en fait mon potentiel de rencontres intéressantes, de gens avec lesquels je vais pouvoir faire des choses. Et si du coup je multiplie mes relations dans le numérique, et que je multiplie du coup les projets que je commence à mettre en place avec des gens qui sont dans le numérique, bah alors je vais augmenter le temps que je vais passer derrière mon écran. Et donc c'est là où la jointure avec Facebook est intéressante, je pense, c'est de se dire, ben, si on est sur cette tension-là, à avoir un monde qui est plus numérique que réel, alors comment est-ce qu'on va faire en sorte que ça soit plus ergonomique et plus agréable pour les gens? Et Ouais. donc, on va se dire, rester assis derrière une chaise, derrière un écran, c'est fatigant. On le voit bien avec la fatigue qu'on peut avoir à démultiplier les Zooms, les Meet ou toutes les réunions en ligne. Hmm. Et Ouais. donc, c'est là où il y a toutes les nouvelles mouvances technologiques qui sont en train de se mettre en place avec tout ce qui est autour de la réalité augmentée. Et donc, Hmm. de se dire, ben, demain, est-ce que, vu que je travaille avec plus de gens qui sont loin de moi que près de moi, je ne vais pas être connecté avec eux en réalité augmentée dans la même pièce? Donc, je vais pouvoir faire potentiellement du coworking en réalité augmentée avec eux. Est-ce que je vais pouvoir accueillir mes amis qui habitent loin chez moi? Donc, tous mes copains qui sont américains, australiens, chinois, indiens, je vais les inviter dans mon salon pour qu'on se prenne une bière virtuelle. Est-ce que dès 18 heures, vu que j'habite à Paris ou j'habite au centre-ville de Lyon, en l'espace de 3 secondes, je vais pouvoir mettre mon casque et puis je vais pouvoir me téléporter dans une forêt où là, je vais Mais pouvoir. c'est ça, en Ouais, fait, ça se spatialise. C'est-à-dire qu'en gros, on était sur quelque chose qui relevait de l'information, de la bibliothèque de connaissances qu'on consommait. Et en fait, ça devient persistant. Et donc, du coup, il y a des choses qui se figent sur Internet. Et oui, donc, comme tu dis, c'est rendez-vous dans ouais, une sorte de salon. Ça se localise, ça se digitalise. Et on a, je sais pas moi le temps que je passe, mais ce qui est sûr, c'est que pendant le confinement, j'ai effectivement, grâce à des lieux numériques ou des digital spaces, rencontré et fait pas mal de network, quoi. Mmh. c'est l'idée des rencontres, c'est l'idée de quand on travaille et qu'on avance sur des projets avec les gens, des idées de quand on veut se ressourcer, qu'on n'a pas accès à une forêt qui est juste à côté de nous. Alors dans ce cas-là, on peut être dans une forêt virtuelle. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez inquiétant parce que quand on regarde pas mal d'études, en fait, il faut pas grand-chose pour faire croire au cerveau qu'on est dans un espace. Et du coup, ça peut même questionner sur la relation qu'on a avec Ouais. le naturel, parce que si jamais on arrive à se croire dans une forêt virtuelle alors que on se sent pareil dans une vraie forêt, est-ce qu'on est encore vraiment connecté à la vraie forêt ou pas? Et Ouais, la Michael, dernière il est dans la question vraie que forêt, là. voilà, aller dans la vraie forêt, lui. Et la dernière question que j'ai, et ensuite je passerai plus sur la vision du designer, c'est de se dire, ben, en tant que parent, par exemple, on peut voir beaucoup d'ados qui vont passer énormément de temps sur leur smartphone parce que c'est l'endroit dans lequel ils discutent avec leurs amis. Et en plus, il y a une culture de se dire, ben, en fait, une discussion que je pourrais avoir avec un pote posé dehors sur un banc, ben, les autres copains, ils peuvent plus en profiter. Et donc, du coup, si on discute sur cet espace partagé en ligne, bah là, on va pouvoir avoir des discussions qui vont profiter à tous les amis. Et en fait, on est tout le temps connectés ensemble. Et donc, ils sont de plus en plus derrière des écrans. Si demain, on arrive à créer un moyen d'avoir une réalité augmentée qui est suffisamment intéressante pour que ben, l'enfant, au lieu de devoir sortir pour aller chez son copain quand Mmh. il a 12 ans, parce que ça peut faire peur de se balader en ville ou quoi que ce soit, il va pouvoir Mmh. rester chez lui, mais faire une coussinade avec ses amis en réalité augmentée. Il va les inviter dans sa chambre pour passer la soirée. Ben, est-ce qu'on va aller là-dedans ou pas? Et moi, Mais en tant que designer, est-ce que Facebook, il se dirige pas sur ça justement? Alors je sais pas ce qu'ils vont annoncer, je sais pas où ils vont aller, mais est-ce que le next Facebook, c'est pas ça? C'est,
un univers virtuel où on se balade tous et on se retrouve tous pour bouffer virtuellement, faire des cousinades virtuellement. Et si c'est le cas, pour toi, Fabrice, est-ce que d'ores et déjà, faut essayer de, je sais pas, de penser ces relations-là dès maintenant et ça te fait peur que Facebook ait la main autant sur ce sujet ou pas? Ou pas? Je sais pas, peut-être pas, hein, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas forcément à craindre. Qu'est-ce que tu en penses? En tant que designer, ça me fait un sans transition justement sur vraiment la posture de designer là-dedans. Ouais, Je pense que moi, je suis designer affirmé professionnellement, mais à côté de ça, je pense qu'il y a tout le monde qui est designer quelque part. Le designer, c'est la personne qui va travailler sur l'organisation et sur la réalité. On va travailler sur une OK. organisation, on va travailler sur la création de quelque chose pour venir mettre des choses dans le réel. Mmh. Et du coup, la question, c'est de se dire, ben, si jamais je suis designer chez Facebook, par exemple, et que je design l'environnement ou les environnements parfaits pour que les gens puissent interagir à distance et qu'ils soient aussi bien dans cet univers virtuel que dans l'univers réel, la question derrière ça, c'est est-ce que j'ai envie de faire advenir ça dans la réalité? Est-ce que j'ai envie que le futur soit fait de gens qui sont chacun dans une petite boîte chez eux, par exemple, mais qui sont tout le temps dans un autre univers où ils sont nombreux dans une forêt, par exemple? Et donc moi, là où ça me questionne, là où pas forcément ça me fait peur, mais là où je vois une énorme responsabilité en tant que designer ou en tant que gens qui travaillons sur ces domaines-là, c'est de se dire, euh, le futur sera forcément, il est déjà hybride, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps dans le numérique, beaucoup de temps dans le réel. Mais est-ce qu'on a envie que la balance penche plus dans l'univers du numérique ou plus dans le du réel? Et là, du coup, il y a une responsabilité philosophique même par rapport à ça. Moi, en tout cas, ma posture à moi, c'est de se dire, les relations dans le numérique, c'est des relations qui, quelque part, doivent entraîner un mouvement vers des relations dans la réalité physique. On l'a vu pas mal avec des personnes qui s'étaient connectées dans des univers et dans des espaces sur Twitter pour partager des mêmes intérêts, des courants de pensée. Dès le moment où le confinement s'est arrêté, par exemple, ils sont allés se retrouver dans des maisons sur des îles ou dans des maisons ailleurs. Ils ont repris le voyage, ils ont repris ces connexions dans le réel. Et potentiellement, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc voilà, c'est l'idée d'arriver à trouver en fait la balance en tant que designer, de se dire est-ce que j'ai envie de participer à quelque chose qui va pousser les gens plus dans le numérique ou qui va créer un pont via le numérique pour qu'ils puissent se retrouver dans le réel, quoi. Et pour moi, en fait, si jamais je pose mon engagement très personnel là-dessus, l'avenir que j'aurais envie de voir advenir, et là où moi je veux mettre de l'énergie par rapport aux communautés, c'est de dire, utilisons le numérique et les espaces numériques et les espaces virtuels pour fluidifier les interactions entre les humains, fluidifier la création de projets, même à échelle internationale, mais ensuite, faisons bien attention à ce que ça soit des projets qui se convertissent en projets dans l'univers du réel, pour que ces humains puissent se retrouver physiquement, puissent avoir des interactions avec leur corps, avec leur ressenti et leurs cinq sens physiques, qu'ils puissent se sentir, qu'ils puissent sentir l'environnement dans lequel ils sont. Parce que j'ai l'impression quand même que plus on est dans un espace numérique, plus notre cerveau a l'impression qu'il capte ce qui se passe. Et donc on peut se croire dans une forêt virtuelle comme étant dans une vraie forêt, mais c'est intellectuellement qu'on le croit. Mais par contre, on ne peut pas toucher le bois de l'arbre, on ne peut pas toucher le sol avec nos pieds, on ne peut pas sentir les odeurs qu'il y a. Et au Bientôt, final, bientôt, bientôt. bientôt, mais est-ce que ça ne sera pas quand même une construction artificielle de quelque chose qui est beaucoup plus profond On dans le réel? Et est-ce qu'on s'en on est éloigne pas en étant trop dans le numérique, tu vois? C'est ma question. Je me questionne. ouais, toi, tu es déjà dans le turfu, quoi. Là, Vous, tu es vous déjà m'entendez? salut Héloïse, on te voit, Salut, salut. merci. Ok. Salut, et c'est la porte de se dire, en fait, il va y avoir une Mmh. cohabitation dans le futur entre le réel et le virtuel, mais est-ce qu'on a envie de faire en sorte que le virtuel devienne le réel, ou est-ce qu'on a envie de l'intégrer avec respect dans le réel? Parce qu'au Mmh. final, ce qu'on appelle le réel, on ne sait même pas si c'est vraiment le réel. Donc pourquoi est-ce qu'on se priverait d'explorer cet espace-là qu'on ne connaît pas encore parfaitement et qu'on s'enfermerait dans un autre sous-espace qu'on créerait en croyant que c'est mieux que le premier? Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais poser sur la fin. Ça me fait écho sur un truc. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Reality is Broken,
qui est d'une game designer qui s'appelle Jen McGonigal et qui parle pas mal du fait qu'on s'échappe vers les jeux vidéo, vers les mondes virtuels. Et justement, elle dit c'est pas forcément un mal, mais en fait surtout de regarder pourquoi on y va, parce qu'il y a des objectifs, parce qu'il y a du sens, parce que voilà, et en fait c'est aussi de s'inspirer de ça, de ce qui nous attire dans le virtuel pour le réinjecter après. Et moi je partage complètement, j'y crois beaucoup comme le virtuel pour un pont ensuite, pour faire des ponts vers un retour vers la réalité. Et là-dessus, Facebook, je pense qu'ils en sont bien conscients parce que quand même, il y a plein de liens avec le monde réel sur les communautés locales, avec les groupes, sur les marketplaces, etc. Dans tout ce qu'ils font, ils font quand même, ça retombe bien dans le concret après derrière. Est-ce que tu penses, toi, du coup, que Facebook ont vraiment la volonté de créer un espace numérique ultra efficace pour ensuite réinjecter des choses dans le réel? Qu'il n'y a pas une volonté, alors je vais dire un gros mot derrière ça, mais une volonté transhumaniste, un petit peu de sortir du réel qu'on connaît pour vraiment être le plus possible dans cet espace numérique? Parce que c'est là où on peut tout tracer, tout récupérer, tout analyser, c'est tout possible. capter. C'est Voilà, possible. En fait, si on regarde les fondateurs, le modèle économique et tout, on peut avoir des craintes quand même. Bon, et du coup, à part des craintes, il y a quand même des opportunités, j'imagine. Effectivement, leur avec tout modèle, ça. il est quand même aujourd'hui basé aussi pas mal sur le fait qu'on y passe le plus de temps possible. Et forcément, être dans la réalité, c'est pas essayer d'y passer moins de temps, quoi, si on se retrouve en vrai. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Alex, j'espère que tu as entendu ce qu'a dit Michael, mais je pense que les opportunités qu'il y a, elles sont sur le chemin. Mais du coup, il faut faire attention à ce que ça ne vienne pas bouffer la finalité, quoi. Si jamais on arrive à faire en sorte, c'est très chiant d'être avec plein de problèmes techniques comme tu peux avoir là, ou c'est très chiant de passer plein de temps assis sur sa chaise et tout, derrière son ordinateur, ou d'avoir des micros qui ne sont pas suffisamment de bonne qualité pour que la voix soit bien, tu vois, enfin tout ça. Si demain on a des objets technologiques qui nous permettent d'avoir une expérience qui est fluide et qui est agréable et qui est légère en ligne, ça sera super. C'est une très belle opportunité pour que ça soit moins fatigant, plus agréable pour tous. Mais en n'oubliant pas derrière ça qu'on est en train de designer des usages du futur qui vont peut-être amener les gens, comme disait Michael, à préférer être dans le numérique que dans le réel. Et donc, du coup, intégrer dans le design de ce qu'on fait, ce retour et cette réinjection dans le réel, je pense que c'est ultra important en termes de responsabilité de ce qu'on design, quoi. De toute façon, les limites, elles sont très vite perceptibles, hein. Je rebondis sur ce que tu disais, Fabrice, par rapport au sens et à l'importance de se reconnecter quand même au réel, et que le digital et le virtuel doit être un moyen plus qu'une fin en soi. Parce que même quand on essaye de reproduire des relations réelles, mais via le virtuel, on est tout de suite heurté à plein de limites, à plein de freins, à des même, tu vois, ce qu'essaye de faire Kumo, et ils le font bien, mais pour retranscrire des comportements réels de, de distanciation vocale, et de déplacement dans des salles où on serait plus ou moins par petits groupes. Ça peut fonctionner, mais très vite on a envie de se retrouver en vrai et de pas avoir le petit verre virtuel qui se vide tout seul. C'est sûr que c'est important que ce soit plus un moyen qu'une fin, quoi. Ouais, comme tu dis, même si Facebook demain ou une autre entreprise crée l'univers virtuel parfait pour qu'on puisse arriver à avoir l'impression qu'on est là les uns avec les autres, il manquera quand même un grand chemin entre sentir vraiment la présence de la personne, arriver à sentir ses intentions, partager un verre en disant tiens, il est bon ce cocktail, est-ce que tu l'aimes aussi ou pas? Enfin voilà, Bien sûr. La présence du réel, c'est quand même la plus belle chose en tant qu'humain qu'on peut expérimenter, et peut-être que ça pourra nous amener plus le multivers sera réel, peut-être que plus le multivers sera réel, plus on se rendra compte de la finesse et l'importance du réel qu'il y a Du au vrai milieu. réel, bien sûr. Et donc, du coup, on aura envie d'aller toucher ces choses-là qui sont assez fines et qui sont précieuses, quoi. Un peu comme on peut s'en rendre compte pendant le confinement ou pendant l'expérience qu'il y a eu depuis 2 ans, quoi. C'est clair. Je sais pas si. Ouais. J'ai dû revenir depuis le monde quantique. Ouais, c'est bon, t'es Ouais. revenu du turfu.
Bon, Est-ce que tu as les désolé. réponses pour nous, du coup, si tu es revenu du turfu? Est-ce que tu as les réponses à nos questions là? Ouais, c'est la merde, c'est grave, c'est Ah, mais horrible. C'est maintenant qu'il faut designer le truc parce que c'est non, non, OK. non, moi juste sur, la question de comment faire des communautés et comment, je sais pas, y voir un avantage. Hem, voilà, avant 2019, avant 2020, les gens utilisaient internet, plus comme une bibliothèque, pas vraiment comme un téléphone. Et puis après, on s'est aperçu qu'on pouvait se faire des rencontres, on pouvait vraiment meet, des gens. Donc là, on a passé un step, d'utiliser internet un peu plus comme un téléphone. Et je trouve qu'aujourd'hui, les communautés voilà, post-confinement, où on arrive à retrouver la vie réelle, c'est pas, soit tout hybride, enfin tout digital ou tout physique. C'est, on se retrouve peut-être moins souvent, mais mieux, physiquement. Et donc du coup, par rapport à ce que tu disais, moi ça m'inquiète pas trop, qu'on puisse se retrouver, dans le digital, quitte à ce que le digital, soit un peu perturbant, limite, tu as un casque sur les yeux, tu te retrouves dans Roblox ou dans une vraie forêt ou dans Fortnite, je sais pas, d'ici 5 à 10 ans, ça se trouve, le niveau de réalisme Mmh. de ces environnements seront peut-être bluffants. Mais à partir du moment où, le virtuel, il il permet juste de garder un contact au fil de l'eau, mais qu'au final, les vraies rencontres physiques persistent, moi, ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, moi, il y a quelques communautés, que j'observe, bah, en fait, elles se voient moins souvent physiquement, mais quand elles se voient, c'est séminaire, 2-3 jours dans un château, on fait la fête, Ouais. et le lien humain, il est conservé, J'aurais juste un online. rebond là-dessus. C'est d'ailleurs un lien que tu m'as partagé, toi. Des avatars numériques qu'on peut avoir, qui sont ultra bien designés, ultra photoréalistes. Donc, partons du principe que je suis quelqu'un qui a un handicap ou qui a un gros problème au niveau de mon esthétique physique, tu vois, qui a tendance à faire peur aux gens, ou enfin, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Si jamais je suis dans des univers virtuels qui sont ultra réalistes, où je peux avoir un avatar qui est quand même vraiment beau gosse, qui est vraiment à l'aise, et du coup, c'est ça mon identité. En fait, c'est le problème de l'identité que je vois derrière. Si c'est ça mon identité et que les gens aiment cette identité-là, ben, même si derrière il y a possibilité d'aller les rencontrer dans le réel, ben, c'est un peu le jeu de la belle et la bête, quoi, tu vois. Tu vas Ouais. avoir peur de sortir de ton château et de ta sécurité de ton identité Mmh. virtuelle. Et toi, tu disparais, en fait. Enfin, toi, en tant que personne réelle, tu disparais dans ton personnage virtuel. Et je pense que c'est ce qui existe déjà depuis un moment avec les personnes qui ont des avatars dans ne serait-ce que World of Warcraft ou League of Legends ou quoi que ce soit. Les mecs, ou les femmes, pardon, ils sont ultra reconnus par rapport à leur posture de personnage. Et après, quand ils déconnectent et qu'ils regardent dans leur chambre, en fait, ils sont personne et des fois, ils n'ont pas forcément d'amis ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est ultra difficile pour eux de faire ce retour vers le réel. Donc, je dirais, en tant que designer, en fait, il faut faire attention à ce que ces univers virtuels soient attractifs et intéressants, mais que ça encapacite aussi la personne qui est derrière l'écran et qui va retourner dans sa vie réelle à côté, quoi. Et que ça soit pas une dilution d'identité de la personne dans sa personnalité virtuelle, quoi. Ouais, et peut-être, juste avant de donner la parole à Héloïse pour garder un peu le timing, se dire, ce qu'on se dit à chaque fois, Fabrice, c'est faire la commu avec les membres et pas pour les membres. Si tu l'as fait avec les personnes, tu es obligé de tenir compte, en fait, des particularités de chacun et donc du coup, que la personne ait envie de pousser un avatar ou sa vraie personne ou autre chose. Heu, dans tous les cas, si tu construis ta commu avec des vrais inputs et selon les avis des gens, tu as plus de chances que ce soit vertueux, quoi. Et Enfin, en tout surtout, cas, comme moi, tu dis, si tu construis avec les gens, tu peux te rendre compte aussi des biais que peut avoir ce que tu veux créer. Si une personne a complètement envie de disparaître et de n'être que dans le numérique, bah, tu vas pouvoir t'en rendre compte. Et donc, c'est pour ça que je pense pour finir là-dessus, en termes de design de communauté de demain, c'est nécessaire de le faire avec les gens qui vont être dans cette communauté, mais mmh, aussi de le mmh, faire sur une démarche transdisciplinaire vraiment, c'est-à-dire d'intégrer des psychologues qui vont être là-dedans pour pouvoir analyser les comportements et tous ces types d'expertise qui sont nécessaires pour être sûr de ne pas créer quelque chose qui va engendrer beaucoup plus de problèmes, des incarnations d'identité, des mmh. problèmes de schizophrénie, enfin des choses comme ça qui peuvent déjà exister actuellement chez certaines personnes, quoi.
Ok, message hyper clair, le design c'est maintenant avec les gens et si possible, allez, encore dans un environnement physique autant que possible pour pas se faire aspirer par des expérimentations voilà. Fabrice, merci pour cet éclairage. Héloïse, alors aujourd'hui, donc moi je voulais que tu nous partages un truc un peu plus concret, mais qui quelque part contribue à faire en sorte que les liens humains persistent. Qui est l'utilisation en fait dans ta communauté ou dans les communautés en général du podcast et qui est Yes. quelque chose qui vient s'inspirer des codes plutôt de l'entertainment que du Zoom et que du Skype, mais c'est peut-être pour ça que ça marche et c'est pas assez utilisé, mais en tout cas, je vois que toi, tu l'as utilisé, et que tu l'utilises abondamment. Donc, est-ce que tu peux nous Ouais. raconter un peu l'aventure Ocha, le club Ocha et comment tu utilises, le podcast pour engager tes membres? Ouais, carrément et même, me mettre aussi dans les chaussures des podcasteurs qui, ont des communautés eux-mêmes et qui peuvent du coup, capitaliser sur ce levier pour engager leurs membres. Carrément, moi Bah du oui. coup comme tu disais, Alex, je bosse chez Ocha, je suis community builder, chez Ocha. Du coup, Ocha, c'est une plateforme d'hébergement de podcasts qui a un peu accéléré cette année aussi sur la partie, marketing du podcast parce qu'au-delà d'héberger son podcast, aujourd'hui la grosse problématique que rencontrent les podcasteuses et les podcasteurs, c'est de se rendre visible. Il y a énormément de nouveaux podcasts qui se créent chaque jour donc c'est cette Ouais, c'est fou. problématique à laquelle on s'attaque, voilà. Et en effet, le podcast, ça peut être, un moyen, superbe pour fédérer, aussi sa communauté et l'engager. Donc c'est un peu méta, mais moi, au sein de Ocha, je suis community builder, donc je fédère des podcasteurs. Mais moi, j'avais moins envie de vous mettre dans de vous parler de cet aspect-là qui est, Ouais. qui va retomber sur des techniques de community building, pas forcément liées directement avec l'activité du podcast, mais plutôt de partager les insights que j'ai eus en parlant avec des podcasteurs qui parfois Mmh. utilisent le podcast comme levier pour, augmenter leur business et créer aussi une communauté. Il y a pas mal de solopreneurs qui sont, des podcasteurs qui, à côté offrent des formations et cetera et du coup, capitalisent énormément sur ce format pour engager, leur communauté et aussi leurs prospects et cetera. Du coup, le podcast, juste pour remettre dans le contexte, il y a Mais un oui, truc ouais, ouais, ce qui est dis-moi? hyper intéressant, c'est que j'avais pas vu du tout ça comme ça, mais en fait, mais bien sûr, en fait, les créateurs, souvent, tu peux commencer par une newsletter et souvent derrière la newsletter, il y a un podcast. Parce que C'est quelque ça, part, c'est: «Tiens, je vais venir te rapprocher, je vais venir chercher et te proposer une intimité supplémentaire». Parce que c'est ça, en exactement. fait, hein, c'est je te rapproche de moi, il y a le C'est l'intimité que tu ouais, proposes, c'est, le chuchotement à l'oreille, que tu offres, ouais, ouais, ouais. c'est, le lien émotionnel, que tu peux pas forcément, créer de la même manière via une newsletter ou des réseaux sociaux. Et du coup, le podcast, il est charmé pour ça parce qu'en plus, il est Ouais. super accessible. Tu as pas besoin d'une connexion internet pour l'écouter. Tu l'écoutes c'est le seul média que tu peux vraiment consommer à 100 en faisant vraiment autre chose et tu vois, ça vient vraiment, lever aussi le frein du content shock, qu'on a avec, la vidéo, et la profusion de contenu qu'on a, mais qu'on ne peut pas, consommer de manière, hem, avec autant d'attention, Ah bah oui, que ouais, ça ça a rien à demande voir, ouais, c'est clair. Mmh. et en fait, c'est ce qui est cool, c'est que ce média, il arrive avec, cette promesse qui est de dire: en fait, on va pouvoir être consommé à 100 sur en plus du temps long, pour aller en profondeur sur des sujets, parler de choses, qui sont parfois un peu tabous parce qu'il y a eu aussi, le podcast te permet d'exprimer tes valeurs, tes idées, tes combats et du coup, d'engager sur des sujets super importants et qui te tiennent à cœur. Et du coup, de créer vraiment de l'impact. Moi, j'aime bien parler de cet impact que tu crées et là, il y a eu l'étude, CSA, Havas qui est sortie, 74 c'était fou, des auditeurs Mmh disent mh. avoir, déjà changé d'avis après l'écoute d'un podcast. Donc tu as aussi un truc d'impact sur le Bah sujet oui. abordé et Mmh. donc voilà, donc le podcast, mais je prêche sans doute déjà des convaincus, c'est déjà un format qui coche pas mal de Ouais, qui cases. déjà, par définition, ouais, ouais, c'est ouais. Exactement et qui vient très bien, compléter, de la vidéo, par exemple aussi ou des contenus, un peu longs comme de la newsletter et il y a cet D'autant aspect plus ouais, de couper, mais d'autant plus que,
un des formats du podcast, c'est quand même d'inviter des gens à parler, c'est d'interviewer. Enfin, Exactement. je connais certains podcasts effectivement où tu as des gens qui se font je sais pas comment on peut appeler ça, du micro-blogging tout seul mais en fait, la plupart des podcasts, c'est quand même, un host et un invité et à partir C'est de ça. là, tu es obligé d'être dans une démarche d'empathie. Donc si tu fais ça, avec, enfin, déjà, quand tu fais ça avec n'importe qui, ça te met dans une posture d'écoute, d'attention où tu es voilà, tu es obligé d'être tourné vers l'autre. Si tu fais ça et que tu invites, des personnes de ton audience à prendre la parole et c'est ce que font beaucoup de creators aujourd'hui, c'est d'aller chercher des gens dans leur audience, leur donner la parole sur le podcast. Là, déjà, on rentre dans quelque chose d'un peu plus fort et alors là, si tu fais ça et là, peut-être que ça fait une petite transition, mais si tu utilises carrément ça pour animer une communauté, alors là, c'est peut-être c'est peut-être bingo là. Carrément, carrément. Le podcast, il permet, en plus, d'élargir ton propre réseau déjà parce que c'est un très beau prétexte aussi pour inviter des gens et de faire des belles Ah ouais, rencontres. Il y a aussi ouais. des personnes qui sont assez timides et qui Mmh. ont des personnes qu'elles aimeraient interviewer depuis toujours. Le podcast, c'est un bon prétexte pour le faire et en plus, Mmh, tu mmh, as mmh. raison, derrière, quand tu engages ta communauté et que du coup, tu fais monter on stage, ta communauté, c'est un super levier pour venir l'engager. Donc tu crées un lien émotionnel avec tes auditeurs, tu les Mmh. rends super fidèles en abordant des sujets qui te tiennent à cœur et aussi du coup en te mettant un peu, à nu parfois sur certains de tes combats et de tes sujets à aborder et tu peux aussi créer un truc, d'égal à égal en faisant monter on stage, ta communauté, et puis, il y a aussi, le fait de se dire, un format comme le podcast qui est un format long, ça va être une super masterpiece pour derrière décliner Ah une ouais. profusion de micro-contenus et Ouais, toi ouais. qui as, déjà peut-être une communauté ou des réseaux sociaux et cetera, et ben, le fait de nourrir ta ligne éditoriale, de nourrir ton blog aussi ou ton site ou ta newsletter avec un contenu long qui peut être, du coup, ton podcast, Découpé, ça ouais. c'est Mmh. et découpé, c'est, une manière, géniale de faire des micro-contenus pour tes réseaux sociaux, des clips vidéo, des extraits, des citations, il y a plein de choses. Tu as aussi Mmh la mh. vidéo qui peut en effet créer de l'attachement et favoriser l'engagement parce qu'une fois que tu as entendu une voix, tu as aussi quand même un peu envie de voir la personne derrière, le visage qui est derrière et tu vois, d'alimenter tes stories pour montrer ton visage, pitcher ton Mmh. podcast, montrer, les coulisses, mais aussi partager tes doutes, tes questionnements, ça crée de l'engagement et surtout de l'attachement. Mmh. Tu as des reels qui peuvent être faits aussi pour, faire le focus sur un point, en quelques minutes ou même montrer un autre aspect de ta personnalité, peut-être un peu plus humoristique ou spontané et tu peux aussi surtout, prolonger l'expérience d'un podcast en faisant du live, Instagram, YouTube, Twitch pour inviter à l'interaction. Il faut inviter aussi les auditeurs il faut sortir de la relation, auditeur-podcasteur qui est super, Oh, unilatérale et étanche. Ouais, ouais, ouais. Mmh. exactement et très étanche et enfin très, avec une grosse, une grande distance et il faut vraiment les impliquer. Tu peux leur demander, aussi, leur demander leur avis sur ton podcast, sur les thématiques, sur les formats. Mmh. T'invites à l'interaction pour prolonger le débat, sur Clubhouse, sur Twitch, que sais-je, avec, comme on le disait, toutes les technologies aussi, d'interaction en live et de chat qui incitent à l'interaction. Bref, il faut impliquer ta communauté et en fait, le podcast, c'est un super icebreaker finalement pour entrer en conversation Ouais. avec eux et les toucher au cœur. Pour moi, tu as touché une âme, tu as tout gagné. Après, il faut travailler ça, cette fidélisation, elle va se faire, par, un contenu de qualité, mais aussi une capacité à rentrer en contact avec eux et là, j'en viens aussi à un warning qui est déjà le podcast, ça prend du temps. Ce qui peut prendre encore Mmh plus mh. de temps, c'est vraiment de s'intéresser véritablement aux personnes qui t'écoutent, de répondre à tous les messages, les DM, les mails, les commentaires. Intéressez-vous vraiment à eux. Créer un lien émotionnel avec votre communauté, ça prend du temps, mais c'est essentiel. Demandez-leur quelles sont leurs habitudes, leur fonctionnement sur votre sujet, le type de contenu qu'ils aiment, pourquoi ils sont abonnés à votre podcast ou à votre écosystème de contenu. Montrez-vous accessible et comprenez mieux votre communauté. Ça va vous enrichir aussi pour la proposition de contenu que vous allez faire par la suite. Ouais, Voilà. ouais, c'est super intéressant. Enfin, le fait de pouvoir, utiliser ces outils-là Mmh, pour ta communauté, heu, parce qu'en fait, c'est des outils qui sont utilisés pour faire de l'acquisition en général et
Et en fait, c'est là où souvent, moi, je me dis, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est de se dire: «Ah bah, alors, pour faire de l'acquisition, les prospects, ils ont le droit à du podcast, à du live stream, à des choses super sexy. Ils ont le droit à l'entertainment, mais alors dès qu'on rentre dans la porte et qu'on devient membre, ah là, il y a plus rien. Il y a du Zoom, c'est tout Ah non, c'est de la poussiéreux». rétention à fond, le podcast, Et mais en fait, ça devrait être quasi l'inverse, quoi. Ça devrait être, carrément. bon, en fait, pas l'inverse parce qu'il faut quand même choper les gens, il faut quand même pouvoir les attirer, mais Oui. une fois que tu es dans la porte et que tu es dans la maison, Et le tu monde devrais apporte être le bien monde aussi, hein. traité. Le monde attire le monde, Bah donc oui. même ta partie si ta rétention, elle est bien travaillée, ton acquisition devient aussi un peu plus fluide Et oui, et mais oui, moins c'est compliquée. performatif, bien sûr, bien sûr. Exactement. Moi, je suis attendue Et sur des objectifs, bien évidemment, de rétention, sur la partie mmh, mmh, community mmh, building. mmh. Je ne sais pas si c'est commun à tout le monde, mais moi, ça me paraît très logique. Tu as le niveau zéro de l'engagement et de l'échange qui va être, de créer un compte, sur les réseaux sociaux, Mmh mh. parce que, bah, un DM et un commentaire, on voit très vite les limites, de la vraie proximité dans l'échange. Ton Mmh niveau mh. 1, ça peut être, quand même, de travailler ses DM, et cetera. Mais après, tu arrives sur des groupes fermés qui peuvent être là tellement plus riches pour, engager ta communauté. Nous, chez Ocha, on utilise un outil qui est Circle, mais en vrai, selon l'objectif que tu attends derrière ton groupe fermé, ça peut très bien être un groupe Facebook. Si tu as des Mmh. objectifs de financement participatif, il y a un Patreon, un Tipeee qui peut être très, très bien pour compléter aussi, cet aspect-là, un Slack, un Discord. En fait, il faut vraiment se poser la question de: «C'est quoi mon objectif derrière ma communauté?» Et surtout, où se trouve ma communauté? C'est qui? C'est quoi ses habitudes? Qu'est-ce qu'elle consomme et où elle se trouve? Mmh, mmh, Et mmh. puis la taille de la communauté peut aussi déterminer ton choix de plateforme. Nous, Circle, on l'a utilisé aussi parce que, on avait déjà 4 000 podcasteurs indépendants qu'on hébergeait. On avait envie de les fédérer au même endroit et du coup, étant une plateforme SaaS, forcément, on a trouvé ça très, très logique de proposer de basculer dans le club Ocha directement, sur Ocha lui-même, la plateforme, le logiciel Ocha lui-même, vu que les personnes s'y Ouais. connectent au moins une fois par semaine pour uploader leur épisode. Et ça, c'était pour nous, une réflexion qu'on a eue, mais qui était assez, rapidement, ça nous a paru assez évident de passer par une plateforme comme celle-ci. Mmh, mmh, Et mmh, puis en mmh. plus derrière, tu peux bien évidemment, attribuer des rôles. C'est important d'avoir des auditeurs Sur Circle, tu veux fidèles dire? Mmh. sur Circle, mais en fait, en vrai, même dans les rencontres et dans les échanges que tu peux avoir, tes auditeurs fidèles, tu vas les identifier assez facilement. Ça va être du coup facilement des ambassadeurs et des véritables porte-parole, pour, réunir au même endroit et créer une émulation. Et sur certaines plateformes de groupes privés, tu vas pouvoir attribuer en effet ces rôles, mais aussi dans la vraie vie, donner une reconnaissance aux plus actifs. Il y a de la dotation, ça va les pousser à s'appliquer davantage, donner envie aux autres de suivre le mouvement. Donc voilà, il y a les rituels et les événements, aussi, réels, qui sont très, très importants, parce qu'une communauté, c'est aussi, des gens qui se voient à un endroit. Et ton podcast aujourd'hui, ça peut pas être ton seul moyen de rencontre.